La soie noire de la robe semblait froide contre sa peau, un choix étrange pour une femme qui, après 38 ans de mariage, assistait aux funérailles de l'homme qu'elle connaissait à peine. Debout devant le grand miroir à cadre doré de sa chambre, Hélène Duval ne se reconnaissait plus. La femme qui lui faisait face avait les joues creusées et un regard que le chagrin n'avait pas seulement voilé, mais éteint. Le silence dans la grande maison bourgeoise sur les hauteurs de Lyon était une habitude, mais ce matin-là, il était différent. Il n'était plus seulement le signe de l'absence d'Henri, mais le présage d'un vide bien plus grand, ou peut-être, d'une libération qu'elle n'osait pas encore nommer. Elle ajusta une dernière fois le col de sa robe, une création d'une maison de couture locale dont Henri avait autrefois été si fier. Il aimait les apparences, les belles choses, la façade impeccable d'une vie réussie. Hélène, elle, en avait été la gardienne silencieuse. Pendant des décennies, elle avait organisé les dîners, souri aux partenaires d'affaires, géré la maison et élevé leurs fils, tout cela avec une efficacité discrète qui la rendait presque invisible. Henri était le soleil flamboyant autour duquel tout tournait, elle n'était qu'une planète lointaine, prise dans son orbite. La sonnette retentit, un son brutal qui déchira le silence feutré de la demeure. C'était Paul, leur fils, et sa femme, Alix. Hélène descendit le grand escalier, sa main glissant sur la rampe en bois sombre, polie par des générations. Il n'y eut pas d'embrassade lorsqu'elle ouvrit la porte. Paul, dans son costume coûteux, la regarda à peine. Alix, parfaite et glaciale, l'examina d'un regard critique. « Maman, il faut qu'on parle », dit Paul d'un ton qui n'invitait à aucune discussion. Il y a eu un changement de plan pour la cérémonie. Ils entrèrent dans le grand salon, où les meubles anciens semblaient retenir leur souffle. Alix s'assit sur le bord d'un fauteuil, comme si elle craignait de se contaminer. Marie et sa fille, Eva, seront au premier rang, annonça-t-elle sans préambule, sa voix aussi tranchante qu'un éclat de verre. Hélène sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle resta debout, s'agrippant au dossier d'une chaise. 15 ans. 15 ans qu'elle savait pour Marie, la maîtresse, et pour cette autre vie qu'Henri avait construite dans son dos. 15 ans de mensonges silencieux, de dîners solitaires et de vacances gâchées par des urgences professionnelles. Paul, voyant le visage blême de sa mère, ajouta avec une cruauté pragmatique, « Ce sont elles, sa vraie famille maintenant. » C'était son choix. Il faut l'accepter. Accepter. Le mot résonna dans le vide de son cœur. Accepter d'être effacé, remplacé, relégué au second plan de sa propre histoire. Le mépris dans les yeux de son fils et de sa belle-fille fut l'humiliation de trop. Une colère froide, pure et tranchante comme un diamant, commença à monter en elle, chassant le chagrin et la résignation. « La voiture nous attend », dit Paul en regardant sa montre. « Nous ne devons pas être en retard. » Hélène redressa la tête. Sa voix, quand elle parla, était calme, presque méconnaissable. « Non. Je conduirai ma propre voiture. » Paul et Alix échangèrent un regard surpris, puis agacé. « Maman, ne commence pas, » dit Paul. « Je ne commence rien. Je termine quelque chose, » répondit-elle. Alix, exaspérée, se leva. « Fais comme tu veux. Mais ne fais pas de scène. L'honneur de la famille est en jeu. » L'ironie de cette phrase frappa Hélène de plein fouet. L'honneur. De quelle famille parlait-il ? Celle qu'il venait de démanteler sous ses yeux ? Alors que leur voiture de luxe s'éloignait, Hélène se dirigea vers le bureau d'Henri. Elle ouvrit un tiroir secret et en sort une liasse de documents qu'elle avait trouvés des mois auparavant. Elle sait que l'honneur n'a plus rien à voir là-dedans, c'est une guerre qui commence. Au volant de sa vieille mais impeccable Peugeot 504, Hélène se sentait plus en contrôle de sa vie qu'elle ne l'avait été depuis des décennies, chaque kilomètre la séparant un peu plus de la femme qu'elle avait été. La voiture, un modèle de collection que son propre père lui avait offert pour ses 30 ans, était son sanctuaire. Son odeur de cuir et de bois était un rappel d'une identité qui lui était propre, bien avant qu'elle ne devienne Madame Duval, l'épouse discrète de l'industriel lyonnais. En traversant le pont qui enjambait la Saône, elle regardait les façades ocre du vieux Lyon défiler, immuables. C'était sa ville, mais elle s'y était sentie comme une étrangère pendant si longtemps. Aujourd'hui, la colère était son guide.
Ce n'était pas une fureur aveugle, mais une flamme froide et précise qui brûlait dans sa poitrine, illuminant les recoins sombres de sa vie où elle avait laissé les autres décider pour elle. Elle se gara dans une petite rue transversale, à l'abri des regards. Le moment était venu. Son cœur battait un peu plus fort tandis qu'elle cherchait le numéro de Colette Dubois dans son téléphone. Colette, l'épouse de l'avocat, son amie de 30 ans, la marraine de Paul. Elles avaient partagé des secrets, des rires, des peines. La sonnerie retentit une fois, 2 fois. Allô? Hélène? La voix de Colette était tendue. Colette, commença Hélène, sa propre voix étonnamment stable. J'ai une simple question. Et je te demande de ne pas me mentir. Un silence. Puis, un faible « oui ». Tu savais, n'est-ce pas? Pour Marie. Depuis combien de temps? Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel aveu. Hélène pouvait presque entendre les pensées de son amie se bousculer, cherchant une issue, une excuse. Hélène, c'est si compliqué. Robert est l'avocat d'Henri, il y a le secret professionnel. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, coupa Hélène, sans élever la voix. J'ai demandé, depuis quand? Un soupir tremblant à l'autre bout du fil. Longtemps. Plusieurs années. Je suis désolée, Hélène. Vraiment. Moi aussi, Colette. Moi aussi. Hélène raccrocha, le cœur lourd mais l'esprit étrangement clair. La trahison n'était pas seulement celle de son mari, mais celle de tout un système de silence et de faux-semblants. Elle était seule. Et pour la première fois, cette solitude ne lui faisait pas peur. Elle la renforçait. Elle redémarra la voiture et se dirigea vers le funérarium. Le bâtiment moderne et impersonnel contrastait violemment avec l'architecture historique de la ville. Sur le parking, elle reconnut immédiatement la voiture de Paul. Et à côté, une BMW argentée. Elle se gara à distance, coupant le moteur. Le spectacle qui s'offrit à elle était une torture exquise. Paul se tenait près de la portière de la BMW. Marie en sortit, suivie par Eva. Paul posa une main protectrice sur l'épaule de la jeune fille, lui sourit avec une chaleur qu'Hélène ne lui avait pas vue depuis des années. Il ressemblait à une famille. Une vraie famille, unie dans le deuil. La vue de cette intimité, de cette affection si naturelle, fut la dernière fissure dans le barrage de sa patience. Elle inspira profondément et sortit de sa voiture. En entrant dans le hall, elle fut accueillie par une vague de murmures et de regards de pitié. Elle les ignora. Le directeur du funérarium, un homme au sourire professionnel, s'approcha d'elle. « Madame Duval, toutes mes condoléances. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer votre place. » Il la conduisit vers les rangées de sièges, dépassant le premier rang, puis le deuxième. « Excusez-moi, » l'interrompit Hélène. « Il doit y avoir une erreur. Ma place est au premier rang. » L'homme parut extrêmement mal à l'aise. « Ah, eh bien. Votre fils, Monsieur Paul, nous a laissé des instructions. Il a dit que vous étiez fragile et confuse. Pour votre confort, il a suggéré une place avec la famille élargie. » Il lui tendit une fiche. Dessus, l'écriture de Paul, « Ma mère, Hélène, est fragile et confuse. Veuillez l'installer avec la famille élargie pour son confort. » La manipulation était si grossière, l'insulte si profonde, qu'Hélène ne ressentit plus qu'un mépris glacial. Elle releva la tête, son regard balayant la salle, et aperçut Maître Dubois près du cercueil, son visage grave et soucieux. C'était sa cible. Elle commença à avancer, déterminée. Hélène aperçoit Maître Dubois près du cercueil. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, une main gantée se pose sur son bras. « Hélène, ma chère. Il faut penser à la dignité, avant tout. » C'est Geneviève, l'amie de la famille et arbitre de la haute société lyonnaise. Face à Geneviève, Hélène comprit que son premier adversaire n'était pas son fils, mais un tribunal bien plus ancien et impitoyable, les apparences. Geneviève, avec son chapeau Dior et son collier de perles discret mais d'une valeur inestimable, incarnait cet ordre social lyonnais où une fissure dans la façade était plus grave qu'un cœur brisé. Sa main gantée, posée sur le bras d'Hélène, était légère, mais son emprise était de fer. « Hélène, ma chère,
murmura-t-elle, son parfum flottant autour d'elle comme un nuage de mise en garde. Je sais ce que tu traverses. Nous avons toutes connu les égarements de nos maris. C'est le lot des femmes de notre monde. Mais aujourd'hui, devant tout lion, il faut préserver l'image. Pour Paul, pour le nom de la famille, pour l'atelier de soie que Henri a tant aimé. Ne laissons pas les commérages l'emporter sur le respect. Chaque mot était choisi, poli, une arme enveloppée de velours. C'était un appel à la raison, à la tradition, à la soumission. Il y a 24 heures à peine, Hélène aurait acquiescé, reconnaissante de ce conseil bienveillant. Mais la femme qui se tenait là n'était plus la même. Elle retira doucement son bras. « Je te remercie pour ton conseil, Geneviève, dit-elle d'une voix posée qui surprit son amie. Mais aujourd'hui, l'image que je vais préserver est la mienne. » Sans un mot de plus, elle laissa Geneviève stupéfaite, une statue de convenance sociale figée sur place. Hélène traversa le salon feutré. Les conversations baissaient sur son passage, les têtes se tournaient. Elle sentait le poids de leurs regards, un mélange de pitié et de curiosité morbide. Elle ne les voyait pas. Son unique objectif était cet homme en costume sombre qui se tenait près du cercueil, sa mallette en cuir posée à ses pieds comme une boîte de Pandore. « Maître Dubois », dit-elle en arrivant à sa hauteur. L'avocat sursauta légèrement. « Madame Duval. »« Hélène. Je suis sincèrement navrée pour votre perte. Épargnez-moi les condoléances, Robert. Le testament. Celui qui a été signé il y a 6 mois. Je veux que vous me confirmiez son contenu maintenant. » Maître Dubois blêmit. Il jeta un regard nerveux autour de lui. « Hélène, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Nous pourrons en discuter la semaine prochaine, dans mon bureau. » L'endroit est parfait. Et le moment est maintenant, insista Hélène, sa voix basse mais inflexible. Je ne bougerai pas d'ici tant que vous ne m'aurez pas répondu. Il était piégé. Il ouvrit la bouche pour protester à nouveau, mais une autre voix s'éleva, tranchante et suspicieuse. Maman, que fais-tu? Paul s'était approché, Alix à ses côtés. Son visage était un masque d'irritation. Il la regardait comme si elle était une enfant prise en faute, une source d'embarras à gérer. Je discute avec Maître Dubois, répondit Hélène sans le regarder. Au sujet de quoi? Demanda Alix, ses yeux plissés analysant la scène. Hélène se tourna enfin vers son fils, puis vers l'avocat, et déclara d'une voix claire, assez forte pour être entendue par les personnes proches, « Je m'assure simplement que les dernières volontés de ton père seront respectées. » À la lettre. Toutes ces dernières volontés. Le sous-entendu flotta dans l'air, lourde menace. Paul et Alix ne comprirent pas tout, mais ils sentirent le changement de pouvoir, la note de défi dans la voix de cette mère qu'ils avaient toujours crue docile. Maître Dubois, lui, comprit parfaitement. Il déglutit avec difficulté, son regard fuyant. À cet instant précis, la voix de l'officiant de la cérémonie s'éleva dans les haut-parleurs, coupant court à la confrontation. La famille et les amis sont invités à prendre place. L'éloge funèbre va commencer. Monsieur Paul Duval prendra la parole en premier. Paul lança un dernier regard noir à sa mère, comme pour lui ordonner de se tenir tranquille, puis se dirigea avec une assurance retrouvée vers l'estrade. C'était son moment, le fils héritier prenant sa place légitime. Hélène le regarda passer. Puis, sous les yeux choqués de Paul qui s'arrêta net un instant, sous le regard furieux d'Alix et celui, anéanti, de Marie, elle avança lentement et s'assit. Au premier rang. À la place qui lui était destinée. Le combat public était sur le point de commencer. Si vous êtes toujours avec nous et que l'histoire d'Hélène vous touche, merci de nous le faire savoir en commentant le chiffre ainsi dessous. Votre engagement nous est précieux. Et si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun chapitre de ce drame familial. Votre soutien nous permet de continuer à créer des histoires inspirantes pour vous. La tension est à son comble au funérarium. Retournons à l'histoire. Dans le silence glacial de la chapelle, le simple acte d'Hélène s'asseyant au premier rang fut plus assourdissant que n'importe quel cri, une déclaration de guerre silencieuse. Sur l'estrade, Paul se figea un instant, le visage contracté par l'incrédulité et la fureur.
Il lança un regard noir à sa mère, un ordre muet qu'elle ignora superbement. Reprenant contenance, il se tourna vers l'assemblée, le micro à la main, et commença son éloge funèbre. Sa voix était celle d'un homme d'affaires accompli, posé, grave, pleine d'une émotion maîtrisée. Il parla de son père, l'industriel visionnaire, le pilier de la communauté lyonnaise. Il évoqua les leçons de vie, l'importance du travail, de l'honneur. Puis il aborda le thème de la famille. Mon père m'a enseigné que la famille est tout, dit-il, sa voix se brisant légèrement au bon moment. C'est le socle sur lequel nous construisons nos vies, le refuge dans la tempête. Il nous a montré qu'il fallait protéger les siens, envers et contre tout. Dans le premier rang, Hélène écoutait, son visage impassible. Elle ne ressentait rien. Les mots de son fils étaient creux, un discours appris, une performance pour la galerie. Elle songeait à l'ironie dévastatrice de ses paroles, prononcées par celui qui, une heure plus tôt, l'avait renié. Quand Paul eut terminé, sous les reniflements émus de quelques invités, il regagna sa place. L'officiant s'avança. Si quelqu'un d'autre souhaite partager un souvenir. Un silence profond s'installa. Personne ne bougeait. Les secondes s'étirèrent, devenant inconfortables. C'est alors que, lentement, avec une grâce délibérée, Hélène se leva. Un frémissement parcourut l'assemblée. Tous les regards convergèrent vers elle. Elle marcha d'un pas égal jusqu'à la tribune, ses talons cliquant doucement sur le marbre. Elle n'avait pas l'air d'une veuve fragile, mais d'une reine montant sur son trône. Arrivée au pupitre, elle posa une simple feuille de papier devant elle et regarda l'audience. Son regard croisa celui de Paul, d'Alix, de Marie, puis de Geneviève. Beaucoup d'entre vous connaissaient Henri, l'homme d'affaires, commença-t-elle, sa voix claire et sans tremblement. Moi, j'ai connu l'homme. Je me souviens du jour où nous avons visité pour la première fois le vieil atelier de soie de son grand-père, sur les pentes de la Croix-Rousse. C'était en ruine. Il m'a regardé et m'a dit, ici, nous allons tisser non seulement de la soie, mais notre avenir. Et c'est ce que nous avons fait. Sa voix était douce, empreinte d'une nostalgie qui désarma l'audience. Elle ne semblait pas là pour un règlement de compte, mais pour un hommage sincère. Elle continua, parlant de leur début difficile, de leur sacrifice. Elle peignait le portrait d'un couple uni, d'un partenariat. Paul commençait à se détendre, pensant qu'elle avait finalement choisi la voie de la dignité et du silence. Mais Hélène fit une pause, et son ton changea subtilement. Mais un avenir, comme un fil de soie, est fragile. Il peut s'effilocher. Parfois, il se dédouble. C'est à cet instant que Paul comprit. Il se leva d'un bond, le visage rouge de panique. « Maman, ça suffit. C'est indécent. » La salle retint son souffle. Le scandale, que tout le monde redoutait et espérait secrètement, éclatait. Mais Hélène ne se laissa pas démonter. Elle baissa les yeux de la tribune vers son fils. Son regard était d'acier. Sa voix, bien que calme, claqua comme un fouet dans le silence. « Asseyez-vous, Paul. » L'ordre était si inattendu, si chargé d'une autorité nouvelle, que Paul, abasourdi, obéit machinalement. Il se rassit, humilié, sous le regard de tout lion. Hélène avait gagné. Elle se retourna vers l'audience médusée. Comme je le disais, mon mari menait une double vie. Et il le savait. Il savait la douleur que cela causait. C'est pourquoi, il y a 6 mois, il a écrit une lettre. Une lettre qu'il a confiée à Maître Dubois, avec pour instruction de me la remettre après sa mort. Elle prit la feuille de papier. Il m'a demandé de la partager si je le jugeais nécessaire. Aujourd'hui, je le juge nécessaire. Elle commença à lire. Ma chère Hélène, si tu lis ces mots, c'est que je suis partie. Je n'ai aucune excuse pour les 15 dernières années, seulement des regrets. J'ai cru que je pouvais tout avoir, sans rien détruire. Quelle folie! Tu as été le pilier de ma vie, la partenaire silencieuse de mon succès, même quand je te trahissais. Ton silence n'était pas de la faiblesse, mais une grâce que je ne méritais pas. Hélène fit une pause, son regard trouvant Marie, qui pleurait en silence. À Marie, je demande pardon. Je lui ai offert une illusion et lui ai volé une partie de sa vie. Mais je ne peux réparer mes erreurs en commettant une dernière.
C'est pourquoi, et c'est ma dernière volonté, je lègue l'intégralité de mes biens, y compris l'atelier de soie familiale des Soieries Henri Duval, à mon épouse, Hélène. C'est elle qui en a été le pilier, et c'est à elle qu'il revient de droit. Hélène plie soigneusement la lettre. Elle regarde la salle abasourdie son fils livide, sa belle-fille défaite, Marie en larmes puis regagne sa place dans un silence de mort. La cérémonie est terminée. La guerre ne fait que commencer. Le silence se brisa en un million de murmures, une onde de choc qui se propagea dans l'assemblée tandis que les invités quittaient la chapelle, les yeux fuyant la famille désormais en ruine. Personne n'osa approcher Hélène, ni Paul, ni Marie. Ils étaient devenus des parias dans leur propre théâtre social. Les condoléances s'étaient tues, remplacées par des chuchotements avides. Hélène resta assise un long moment, laissant le venin de la curiosité publique s'écouler hors de la salle. Elle n'éprouvait aucune satisfaction, seulement la fatigue tranquille de celle qui a mené une longue bataille. Le directeur du funérarium, le visage décomposé, leur indiqua un petit salon privé. « Pour votre intimité », balbutia-t-il. L'ironie était amère. L'intimité était la dernière chose qui restait à cette famille. À peine la porte fut-elle refermée que Paul explosa. Sa façade de fils endeuillé s'était évaporée, laissant place à une rage enfantine. « Comment as-tu pu » hurla-t-il, le visage congestionné. « Comment as-tu pu nous humilier comme ça, devant tout le monde ? Notre nom, notre réputation, tout est détruit. » « Votre réputation » rétorqua Hélène d'une voix calme qui le fit taire un instant. « Votre réputation était construite sur un mensonge. Je n'ai rien détruit, Paul. J'ai simplement allumé la lumière. » Alix, qui était restée en retrait, s'avança. Sa fureur était plus froide, plus calculatrice. « Tu as saboté l'avenir de ton propre fils. L'atelier de soie, les partenaires d'affaires. Qui voudra encore travailler avec nous après un scandale pareil ? Tu as tout gâché par pur égoïsme. » L'égoïsme, répéta Hélène en la regardant droit dans les yeux, c'est de réclamer un héritage pour lequel vous n'avez jamais travaillé. C'est de jeter sa propre mère au dernier rang pour préserver une illusion confortable. J'ai passé 38 ans à protéger l'image de cette famille. Mon service est terminé. La porte s'ouvrit doucement. C'était Marie, le visage ravagé par les larmes. Eva n'était pas avec elle. Elle se tenait sur le seuil, l'air d'une suppliante. Et Hélène ? Madame Duval ? Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu. Qu'est-ce que vous n'avez jamais voulu, Marie ? Demanda Hélène, sans animosité mais sans chaleur non plus. Que la vérité éclate ? Ou simplement que les choses deviennent compliquées ? Je l'aimais, murmura Marie. Je croyais ce qu'il me disait. Que votre mariage n'était plus qu'une formalité. Il vous a menti à vous aussi, alors, constata Hélène. Nous avons été deux victimes de la même lâcheté. Mais il y a une troisième victime dans cette histoire, et c'est la seule qui m'importe. C'est votre fille. En entendant cela, Paul intervint, flairant une opportunité. Exactement. Eva est aussi sa fille. Tu ne peux pas la laisser sans rien. Hélène l'ignora et s'adressa uniquement à Marie. Un fonds sera créé pour l'éducation d'Eva. Sa vie ne sera pas bouleversée financièrement. Mais j'ai des conditions. Marie releva la tête, un éclair d'espoir dans ses yeux rougis. Et d'abord, vous allez trouver un vrai travail. Vous allez devenir indépendante, pour ne plus jamais avoir à dépendre d'un homme. Ensuite, et c'est le plus important, vous allez dire toute la vérité à votre fille. Pas la version édulcorée. La vérité. Sur son père, sur moi, sur les choix qu'il a faits. Elle mérite de construire sa vie sur des fondations solides, pas sur les mensonges qui ont détruit les nôtres. C'était trop pour Paul. Tu donnes notre argent à elle, avec des conditions ? Mais c'est notre héritage. Hélène se tourna vers lui, son regard soudainement las. Elle avait espéré voir une lueur de remords, de compréhension. Elle ne vit que de l'avidité. Votre héritage ? L'héritage se mérite, Paul. Dis-moi, qu'as-tu fait pour mériter le tien, à part naître ? La question, posée sans colère, le laissa sans voix. Il n'y avait rien à répondre.
La vérité était nue, brutale. Paul et Alix partent, vaincus mais jurant que ce n'est pas fini. Hélène les regarde partir, puis voit son voisin, Monsieur Bernard, lui faire un signe de tête respectueux de l'autre côté de la salle. Elle a gagné le tribunal de l'opinion publique. Une semaine plus tard, en entrant dans le bureau lambrissé de Maître Dubois, Hélène n'était plus une veuve éplorée, mais la présidente du conseil d'administration de sa propre vie. L'air dans le prestigieux cabinet de la place Bellecour était chargé d'une solennité nouvelle. Maître Dubois se leva avec un respect qu'elle ne lui avait jamais connu. Paul et Alix étaient déjà là, assis sur des chaises rigides, non pas comme des héritiers, mais comme des accusés attendant leur sentence. Leurs visages étaient fermés, leurs regards vides de tout espoir. Madame Duval, commença l'avocat en s'asseyant en face d'elle. J'ai préparé tous les documents selon vos instructions. Vous avez le contrôle absolu et immédiat sur l'ensemble des actifs, y compris, bien sûr, les soieries Henri Duval. Hélène hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Parfait. Alors, procédons. D'une voix claire et posée, elle commença à dicter ses volontés, non pas comme une femme discutant de ses dernières volontés, mais comme une chef d'entreprise définissant sa stratégie. Premièrement, le fonds fiduciaire pour l'éducation d'Eva Duval sera établi. 500 000 €, gérés par votre cabinet, pour couvrir ses études et ses besoins jusqu'à ses 25 ans. C'est non négociable. Paul serra les poings mais ne dit rien. Il savait qu'il n'avait plus aucune voix au chapitre. Et deuxièmement, continua Hélène, son regard se posant un instant sur son fils. Je vais rédiger un nouveau testament. Paul, tu ne seras pas déshérité. Tu hériteras de cette maison et d'une somme suffisante pour ne jamais être dans le besoin. Mais la majorité de la fortune, ainsi que l'entreprise, prendront une autre direction. Elle se tourna vers Maître Dubois. Je veux créer une fondation. Elle s'appellera la Fondation Second Souffle. L'avocat haussa un sourcil, intéressé. Quel sera son but, madame ? Son but sera de financer et d'accompagner les femmes de plus de 50 ans, ici à Lyon, qui souhaitent créer leur entreprise ou reprendre leurs études. Des femmes qui, comme moi, ont passé des décennies à s'occuper des autres et qui ont oublié de s'occuper d'elles-mêmes. Des femmes qui ont un talent, une expérience, mais à qui personne ne donne plus sa chance. La fondation sera leur second souffle. Le projet était si précis, si puissant, qu'il remplit la pièce d'une énergie nouvelle. C'était la transformation finale de sa douleur en quelque chose de constructif. Paul ne put se retenir. C'est ridicule, laissa-t-il échapper. Donner l'argent de papa à des inconnus. Hélène le coupa, sans une once de colère. Ce n'est plus l'argent de ton père, Paul. C'est le mien. Et je choisis d'en faire un héritage dont je pourrai être fière. La réunion est terminée. Elle se leva, signifiant la fin de leur ancienne relation. Elle n'était plus sa mère indulgente, mais une force avec laquelle il fallait désormais compter. De retour dans sa grande maison, Hélène sentit la différence. Les hauts plafonds ne semblaient plus l'écraser, mais lui donner de l'espace. La lumière d'automne qui entrait par les fenêtres n'était plus triste, mais douce et prometteuse. Elle fit ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années, elle ouvrit toutes les fenêtres du salon, laissant l'air frais de la ville entrer et chasser les derniers fantômes du passé. Elle s'assit dans le fauteuil qui avait été celui d'Henri, son fauteuil maintenant, et composa un numéro sur son téléphone. Bonjour, agence de voyage ? Je voudrais réserver un billet, s'il vous plaît. Oui, pour Florence. Un aller simple. Après avoir raccroché, elle déplia une grande carte de l'Italie sur la table basse. Ses doigts tracèrent un chemin imaginaire, de Florence à Rome, de la Toscane à la Sicile. Un monde entier l'attendait. La dernière image est celle d'Hélène souriant paisiblement, en regardant une carte de l'Italie. Elle n'est plus définie par son passé, mais par toutes les possibilités de l'avenir.